Et si Et si le libre arbitre, c'était une illusion? Si chaque choix, chaque action n'était pas vraiment le fruit d'une volonté intérieure, mais plutôt le résultat presque mathématique de tout ce qui nous est arrivé avant. C'est une idée qui dérange, hein. Ça heurte de plein fouet l'image qu'on a de nous-mêmes. Ça dérange, oui, mais c'est aussi le point de départ d'une approche scientifique du comportement. Si on veut vraiment comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait, il faut peut-être arrêter de chercher des explications un peu vagues à l'intérieur de nous. Comme la volonté ou la personnalité. Exactement. Et commencer à regarder les forces bien réelles à l'extérieur qui nous façonnent. Et c'est précisément ce qu'on va faire aujourd'hui. On se lance dans une plongée au cœur des écrits de B.F. Skinner et surtout de son œuvre majeure, Science et comportement humain. L'objectif, c'est de comprendre cette vision qui cherche pas seulement à expliquer, mais aussi, et c'est ça qui est fascinant, à prédire le comportement humain. On va voir comment nos habitudes se forment, comment elles sont maintenues, et comment des concepts qui nous semblent très personnels, comme la récompense, la punition, Ou même le self-control. On va voir tout ça sous un angle complètement différent, presque mécanique, basé sur la relation entre un individu et son environnement. bon, alors commençons par le début. La première chose que Skinner nous demande, et c'est sans doute la plus dure, c'est de mettre de côté nos réflexes. Nos habitudes de pensée, oui, On a tous tendance à dire il a fait ça parce qu'il était en colère, ou elle a volé parce qu'elle avait faim, et pour Skinner, ça, c'est pas une explication. que ça devient quelles sont les conditions extérieures qui ont produit cet état qu'on nomme colère. La cause réelle, c'est la situation, c'est pas le sentiment. C'est un changement de perspective. Radical. Mais est-ce que c'est pas un peu déshumanisant? Si toutes les causes sont externes, où est la place pour la responsabilité, la créativité, l'intention? On a l'impression d'être réduit à de simples marionnettes. C'est l'objection classique et elle est tout à fait légitime. Mais Skinner répondrait que ce n'est pas déshumanisant, c'est juste réaliste. La créativité, l'intention, tout ça existe, bien sûr, mais ce sont des comportements complexes qui sont eux-mêmes le produit d'une histoire. D'une histoire de renforcement. C'est ça. Et pour les étudier scientifiquement, il faut sortir de soi-même. Il a cette phrase nous ne pouvons pas rendre compte du comportement d'un système en restant entièrement à l'intérieur de celui-ci. Nous devons nous tourner vers les forces qui opèrent sur l'organisme depuis l'extérieur. Il faut donc regarder les faits, les événements observables. Concrètement, on s'y prend comment? Eh bien, on change de vocabulaire. Au lieu des mots un peu flous comme cause et effet, on utilise les outils de la science. On se pose une question simple. Si je change ceci, est-ce que cela change aussi? Le ceci, c'est la variable indépendante, ce qu'on manipule dans l'environnement. Et le cela, c'est le comportement qu'on observe, la variable dépendante. Tout à fait. On ne se perd plus en conjecture sur le pourquoi du comment, on observe juste cette relation directe, fonctionnelle. D'accord. C'est une manière de nettoyer le terrain, d'écarter les explications un peu farfelues, comme l'astrologie ou l'idée qu'on peut deviner le caractère de quelqu'un à la forme de son visage. Exactement. On remplace les mythes, comme le stéréotype du gros homme jovial, par l'observation rigoureuse. Bon, le décor est planté. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment cette science explique la façon dont on apprend? Le premier mécanisme, tout le monde en a entendu parler. Le chien de Pavlov. C'est ça. Le conditionnement répondant. Ça part du concept de réflexe, une idée ancienne popularisée par Descartes et son homme-machine. Un stimulus externe, un bruit fort, une lumière, déclenche une réponse corporelle involontaire. Pavlov a montré qu'on pouvait, en quelque sorte, détourner ce mécanisme. Le son d'une cloche, à la base, ça fait pas saliver un chien. Bien sûr que non. Mais si on fait sonner la cloche juste avant de lui donner de la nourriture encore et encore, le chien finit par saliver au seul son de la cloche. Une nouvelle connexion s'est créée. J'adore l'image qu'utilise Skinner pour ça. Il dit que la volonté, cette fameuse cause intérieure, a dû battre en retraite au fur et à mesure que la science avançait. À chaque fois qu'on découvrait une cause externe à un comportement, la volonté perdait du terrain. C'est une image très forte. Mais Skinner est le premier à dire que ça ne suffit pas. Ce mécanisme explique pourquoi on sursaute ou pourquoi on a l'eau à la bouche. Mais ça représente une toute petite partie de ce qu'on fait. Oui, le réflexe pavlovien, ça explique pourquoi je salive quand je sens une pizza. Mais ça explique pas comment j'ai appris à la commander, cette pizza. Ou à conduire pour aller la chercher. Ça, c'est pas des réflexes. Et là, on arrive au cœur du réacteur de Skinner, le conditionnement opérant. Le mot opérant est essentiel. C'est un comportement qui opère, qui agit sur l'environnement pour produire une conséquence. Et c'est la conséquence qui est importante.
C'est elle qui va déterminer si le comportement a plus ou moins chance de se reproduire. C'est ce que le psychologue Thorndike avait appelé la loi de l'effet. En gros, si je fais quelque chose et que le résultat est agréable, une récompense, ce que Skinner appelle un renforçateur, je vais avoir tendance à le refaire. C'est exactement ça. C'est comme ça qu'un bébé apprend à marcher. Il essaye, il tombe, mais un jour il fait un pas, ses parents applaudissent, sourient. C'est un renforçateur super puissant. C'est ça. Mais alors, la question, c'est comment on apprend quelque chose de vraiment nouveau, de complexe. On ne peut pas attendre qu'un pigeon se mette à jouer du piano par hasard pour le récompenser, n'est-ce pas? Ah, et c'est là qu'on touche à un concept que je trouve absolument fascinant, le façonnage, le shaping en anglais. L'idée, c'est pas de renforcer le comportement final, mais de renforcer les approximations successives. C'est-à-dire tout ce qui va, même de très loin, dans la bonne direction. L'analogie de Skinner, c'est celle du sculpteur. Oui, elle est parfaite. Le sculpteur, il ne trouve pas la statue toute faite dans le bloc d'argile. Il part d'une masse informe et, par petites touches, il la façonne. Le comportementaliste fait pareil. Pour apprendre à un rat à appuyer sur un levier, on va d'abord le récompenser, juste pour s'être tourné vers le levier. Puis pour avoir fait un pas vers lui, puis pour l'avoir touché, et ainsi de suite. Jusqu'au comportement final. On construit le comportement par petits morceaux. Et c'est comme ça qu'on peut créer des chaînes de comportements extraordinairement complexes. Et le plus fou, c'est que la puissance de ce mécanisme ne vient pas seulement de la récompense elle-même, ça vient surtout de la manière dont elle est distribuée. C'est moins le quoi qui compte que le comment. On fait la différence entre le renforcement continu, où on est récompensé à chaque fois, Et le renforcement intermittent, où la récompense est plus aléatoire. et c'est là qu'on tombe sur un truc. Une des découvertes les plus contre-intuitives de toute la psychologie, oui. Attendez, mais ça va complètement à l'encontre de la logique. Vous êtes en train de dire que pour rendre un comportement plus tenace, il faut le récompenser moins souvent. Mm. C'est le monde à l'envers. Et pourtant, les expériences sont formelles. Un comportement appris avec un renforcement intermittent est beaucoup plus stable et résiste bien plus longtemps à ce qu'on appelle l'extinction, c'est-à-dire l'arrêt de la récompense. C'est incroyable. Ben oui, si vous avez été récompensé à chaque fois, dès que la récompense s'arrête, vous cessez très vite. Mais si vous avez l'habitude qu'elle n'arrive que de temps en temps, vous allez persister beaucoup, beaucoup plus longtemps. On se dit peut-être la prochaine fois. Voilà. Le texte donne un exemple qui m'a sidéré. Un pigeon, conditionné comme ça, a continué à piquer un disque plus de 10 000 fois de suite, sans recevoir la moindre graine. C'est la puissance de l'incertitude. Il y a plusieurs types de programmes de renforcement. À ratio, c'est après un certain nombre de réponses, ou à intervalle, après un certain temps. Et les plus puissants, ce sont les programmes variables, quand ça change tout le temps. Et là, on a un exemple parfait que tout le monde connaît, c'est les machines à sous. C'est l'exemple paradigmatique du programme de renforcement à ratio variable. Le gain arrive après un nombre de tentatives, totalement imprévisible. C'est pour ça que c'est si addictif. Le joueur est littéralement prisonnier du programme. Ça explique aussi pourquoi rafraîchir son fil d'actualité sur les réseaux sociaux est si prenant. On ne sait jamais si la prochaine actualisation révélerait une notification, un like. C'est une machine à sous miniature qu'on a dans la poche en fait. Absolument. C'est une technique de contrôle omniprésente et extraordinairement efficace. Parlons d'une autre technique de contrôle, sans doute la plus répandue dans nos sociétés. La punition. À l'école, en famille, devant la justice. C'est l'outil par défaut. Mais Skinner est très très critique. Il la considère comme une technique non seulement inefficace, mais aussi dangereuse. Son premier argument, c'est que la punition, ça ne supprime pas durablement un comportement. Ça ne fait que le suspendre temporairement. L'enfant puni pour une bêtise, il arrête sur le moment, surtout si l'adulte est là. Mais l'envie de faire la bêtise, elle, est toujours là. Et elle réapparaîtra plus tard. Sans parler des effets secondaires. La punition génère de la peur, de l'anxiété, de la colère. C'est exact. Mais l'effet le plus subtil et le plus important est ailleurs. Pour Skinner, la punition, ça ne fait que créer une situation désagréable, aversive. Face à cette situation, l'individu va tout faire pour y échapper. Et n'importe quel comportement qui lui permet d'éviter la punition se retrouve, lui, renforcé. Attendez, ça c'est contre-intuitif aussi. Donc en punissant un comportement A, je ne supprime pas A. Je renforce un comportement B. Qui celui qui permet d'éviter la punition. Par exemple, le mensonge, la dissimulation. Précisément. Ou simplement éviter la personne qui punit. Le véritable effet, c'est pas l'élimination du mauvais comportement, mais le renforcement d'un comportement d'évitement, qui peut être bien pire. Ce qui nous amène directement à une autre grande idée reçue, le self-control.
Ah, le fameux self-control. La volonté de faire, la résistance aux tentations. On voit ça comme une force intérieure, un muscle mental. J'imagine que pour Skinner, c'est encore une de ses fictions. Évidemment. Pour lui, le self-control, c'est pas une force mystérieuse qui jaillit de l'intérieur. C'est un ensemble de comportements très concrets qui consistent à manipuler son propre environnement pour influencer ses autres comportements. C'est fascinant. Donc quand je mets mon téléphone en mode avion dans une autre pièce pour me concentrer, je fais pas preuve d'une volonté de faire. Non, J'applique une technique de Skinner, hein, je manipule mon environnement pour rendre le comportement de procrastination moins probable. C'est une vision beaucoup plus pragmatique et moins culpabilisante. c'est tout à fait ça. Le contrôle de soi, c'est le contrôle de son environnement. Jeter l'alcool pour ne pas boire, ne pas acheter de gâteau pour ne pas grignoter. Quitter une conversation qui s'envenime pour ne pas se mettre en colère. Ce sont des techniques de manipulation de variables externes. Mais alors, d'où viennent ces techniques? On n'est pas en sachant faire ça? On les apprend. C'est la société, la famille, l'école qui nous enseignent le self-control. Et comment? Principalement en organisant des conséquences négatives, souvent punitives, quand on échoue à se contrôler. L'enfant qui fait une crise de colère subit la désapprobation des parents. L'adulte qui dépense tout son argent subit des conséquences sociales. C'est en cherchant à éviter ça qu'on apprend petit à petit à manipuler notre environnement. L'ultime vient donc toujours de l'extérieur. Il réside dans notre histoire d'apprentissage. C'est une idée énorme. Parce que si c'est l'environnement qui nous façonne individuellement, alors qu'est-ce que ça implique pour nous tous, en tant que groupe? Est-ce qu'on peut appliquer cette logique à une culture entière? C'est l'étape finale la plus ambitieuse de sa pensée, oui. Une culture, pour Skinner, n'est rien d'autre qu'un immense environnement social. C'est un ensemble de pratiques, des coutumes, des lois, des systèmes éducatifs qui ont été sélectionnés au fil du temps. Et qu'est-ce qui fait qu'une pratique culturelle survit et qu'une autre disparaît? Skinner propose une analogie directe avec la sélection naturelle de Darwin. Une culture, c'est une sorte de grande expérience en comportement. Les pratiques qui renforcent le groupe et augmentent ses chances de survie La coopération? L'innovation scientifique? ont tendance à se perpétuer. Celles qui affaiblissent le groupe, elles finissent par disparaître avec lui. La survie du groupe devient donc le critère de sélection ultime de nos valeurs, de nos lois, de nos coutumes. C'est l'idée. Ce n'est pas un processus planifié, mais une évolution lente, un tri qui s'opère sur des siècles. Et c'est là qu'on arrive à la conclusion la plus vertigineuse de tout ça. Si la science nous donne les outils pour comprendre comment l'environnement nous façonne, ça ouvre une possibilité radicale. Celle de ne plus subir cette évolution, mais de la concevoir. De créer délibérément une culture. Et là, on touche au défi éthique fondamental. Si on a les moyens d'organiser l'environnement pour maximiser des valeurs qu'on choisit, le bonheur, la connaissance, la sécurité, la question n'est plus pouvons-nous le faire, mais devrions-nous le faire? C'est une question terrifiante. Qui déciderait? Selon quels critères? Exactement. Mais Skinner ne renvoie la question. Refuser d'exercer ce contrôle de manière rationnelle, n'est-ce pas simplement l'abandonner au hasard ou pire à des individus qui l'exercent déjà pour leur propre profit sans qu'on en soit conscient? C'est un point de vue. La question n'est peut-être pas de savoir s'il faut contrôler ou non le comportement humain, mais de reconnaître qu'il est déjà contrôlé et de se demander par qui et dans quel but. C'est peut-être ça le véritable enjeu.